Ils sont là ce matin au pas de course d'ailleurs, comme d'habitude, tous les matins sur DBS Matin. Eh bien, on court pour avoir tous les invités. Ils sont là, André Clissel Fanga, directeur de publication de la Dépêche du Midi, journal et surtout magazine qui paraît d'ailleurs sur tout le territoire national camerounais et en Afrique. Il est là ce matin. D'ailleurs, hier, il était encore dans la ville balnéaire de Kribi même. Alors, heureusement, il est là ce matin. Bonjour André Clissel Fanga, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Si j'étais en aventure, vous m'aurez trahi. Heureusement que j'étais pour un travail. Le ministre Jules Dorendongo et les élites de l'océan distribuaient des dons justement pour la lutte contre le Covid-19. Pour le Covid-19, donc tous les arrondissements du département de l'océan ont été servis à cette aide-là justement pour faire face à cette pandémie. On va également oublier le don du chef de l'État, don personnel de 2 milliards de francs CFA. Depuis hier, c'est 50 000 cartons de savon de lessive, 4 millions de morceaux de savon, 1 500 000 masques de protection pour les populations, sans oublier 50 000 masques chirurgicaux pour le personnel hospitalier, 75 000 seaux de ménage, 40 000 bidons lave-mains d'une capacité, il faut le dire comme ça, de 30 litres. Docteur Yam Timba, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour, monsieur Ngos. Il va avoir enroué alors. J'espère que tu tireras pour le mieux, ne vous inquiétez pas. Non, ça va. C'est pas le Covid, hein? Non, c'est pas un des symptômes, donc soyez rassurés. À ma gauche, docteur Benny Chris, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steven Gross, bonjour déjà au plateau et surtout à toute l'équipe technique. Une fois de plus, c'est une joie de se retrouver sur ces jolis plateaux. C'est également une joie pour nous de vous accueillir sur notre plateau de DBS Matin. Albert Anatola ici, le seul directeur de publication avec la note des 3 avant-jours et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes. Je salue, c'est toujours un plaisir de me retrouver avec des confrères pour échanger, analyser et commenter l'actualité. Mon coup de gueule ce matin, absolument, il faut que les élus locaux se mettent au travail, résolument, qu'ils se mettent au travail. Pour 2 raisons. La première, poursuivre la sensibilisation auprès des populations par rapport à la pandémie de Covid-19. Vous savez, il y a une nouvelle activité qui s'est développée autour des cache-nez. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui font la collecte des cache-nez déjà usagés, qui les lavent, les repassent et les remettent sur le marché. De ce côté, il faut une sensibilisation accrue. C'est-à-dire que pour que les utilisateurs qui ont n'est-ce pas, jeté, qui jettent ces choses-là, puissent les jeter dans la poubelle, en tout cas dans le lieu approprié et non dans la rue. Parce que vous voyez les enfants qui les ramassent et qui en font tout un business. C'est dangereux. Parce qu'après le Covid-19, on risque de se retrouver avec le Covid-19. Après le Covid-19, justement, on risquerait de se retrouver justement avec le Covid-19. Messieurs, vous et moi, nous allons regarder ensemble cet élément choisi par la réalisation ce matin. La population en Afrique est celle qui se développe le plus rapidement. Selon nos estimations, entre 2015 et 2050, elle représentera la moitié de la population mondiale. L'espérance de vie à la naissance a surtout augmenté en Afrique. Elle a gagné 6 ans en moyenne au cours de la dernière décennie. Car l'Afrique n'est pas seulement le continent des migrations et des crises, c'est un continent d'avenir. C'est aussi à ce titre que nous ne pouvons pas le laisser seul face à ces défis démographiques, climatiques, politiques. Nos entreprises, nos étudiants, nos chercheurs, nos artistes doivent s'y intéresser. J'étais marié en Côte d'Ivoire. Je suis venu après au Mali. Et à partir d'un poste aux Nations Unies, j'ai parcouru pas mal de pays, dont la RDC. Ce continent n'a rien d'un continent maudit. Ce continent n'est un péril pour personne. Il n'y a pas de risque d'invasion. Ce continent a tout ce qu'il faut pour garantir la nourriture, la santé, l'éducation et à ses peuples. Je me souviens, moi, de mon premier voyage en Côte d'Ivoire. Les fruits, tout était, les forêts. Et ceux qui connaissent l'Afrique savent que c'est les Afriques. Mais comment se fait-il que des ressortissants de ces différents pays se retrouvent tous comme un seul homme dans le désert, au Maroc, en Libye, en Méditerranée et ici, où on les regarde en chien de faïence? Comment? Est-ce que les 54 pays africains ont tous échoué? Est-ce que c'est tous des pays faillis? Est-ce qu'on est des maudits? Ou alors la race noire, on est inférieur?
on ne sait pas se développer. C'est ce qu'on nous a dit dans le discours de Dakar. Moi, je me dis, il y a les questions fondamentales. La survie de l'humanité. Il ne s'agit pas que de l'Afrique, mesdames et messieurs. Il s'agit de la survie, de notre survie aujourd'hui. Parce qu'après avoir écumé le continent et la planète, quand on nous dit que l'Afrique c'est la dernière frontière, cela veut dire qu'ils sont prêts à aller beaucoup plus loin et plus vite en Afrique dans l'œuvre de destruction et qui a créé les situations qui prévalent aujourd'hui, qu'il s'agisse du climat, du lien social, du chômage, de la pauvreté, la précarité, les retraites. Ils sont déterminés à planétariser davantage ces solutions qui ne marchent pas. Alors pourquoi je dis que quand je me rends compte que mes initiatives citoyennes modestes, ce que vous dites, que nous avons essayé, mais nous sommes inaudibles. On est inaudibles parce que tout ce qui ne permet pas aux entreprises transnationales de réaliser des retours juteux sur investissement. Et écoutez-moi bien, la guerre fait partie de ces investissements. La guerre, c'est du business. La guerre nécessite... Il y a des retours sur investissement dans la guerre. C'est pour ça que quand on vous parle de paix, je suis désolé, j'ai regardé de nos chaumières, on regarde ce qui se passe ici, et quand j'ai vu la commémoration qui aurait dû, et vraiment, ça a été une telle boucherie, qu'on se dit que la conclusion devait être le devoir, vraiment, sans ruser, sans tricher, et de faire taire les armes. Mais quand on voit qu'à l'issue d'un tel processus et d'un forum de Paris sur la paix, on vient vous parler d'une armée européenne, contre qui? Voilà, messieurs, vous avez vu justement cet élément. Je vais commencer par le docteur Yamtimba. Votre réaction? Ben, disons que face à tout cela, on se sent à la fois embarrassé et interpellé. Embarrassé parce que on a le sentiment que chaque fois que l'on parle de l'Afrique vraiment, ce sont les Européens qui parlent. Les Africains, ils ne parlent pas. Et eux, ils ont fini par vendre aux Africains eux-mêmes une certaine idée de l'Afrique. En fait, ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent de quelque chose qu'ils veulent conquérir, qu'ils veulent s'approprier. Et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et les Africains, et c'est ça le plus grave, les Africains qui sont considérés aujourd'hui comme les intellectuels, les cadres, la classe moyenne africaine, ont fini par intégrer l'idée que l'Europe se fait, que les Occidentaux en général, se font de l'Afrique et non pas l'idée qu'ils ont eux-mêmes de ce qu'ils sont. C'est ce qui va amener cette grande dame à dire tout ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'en fait, elle a le sentiment qu'on parle d'une chose qu'elle ne connaît pas. Mais il n'y a pas une Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Quand bien même demain, l'Afrique deviendrait un État, ça resterait un État très diversifié. Un peu comme si vous arrivez en Russie, vous dites les Russes, mais c'est une mosaïque. Vous arrivez en Chine, c'est une mosaïque. Et c'est ça la force de l'Afrique, malheureusement, qui est devenue sa faiblesse. C'est-à-dire que nous sommes dans un environnement qui aurait dû être notre avantage compétitif, qui aurait dû être notre grand avantage, qui aurait dû être notre plus, à savoir que nous sommes sur un continent qui présente diverses facettes, une variété, une palette presque infinie, à la fois de personnalité, de culture, de connaissances, de trajectoires historiques, qui aurait dû être aujourd'hui, en réalité, ce sur quoi nous devrions nous appuyer pour rebondir. Le problème avec les Européens, c'est que l'Afrique est comme le mauvaise image en psychologie, c'est-à-dire en réalité quelque chose qui joue comme un révélateur pour vous prouver tous les mauvais, pour vous présenter tous les mauvais côtés qui sont les vôtres.
et finalement toutes vos faiblesses. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur de la population africaine? Je vais vous dire pourquoi ils ont peur de la population africaine. Ils ont peur de la population africaine parce que la forte natalité en Europe au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, c'est ça qui a permis à l'Europe de conquérir le monde. Parce que quand on dit Europe aujourd'hui, dans le sens strictement scientifique et qui resterait démographique, mais l'Europe c'est aussi l'Australie, c'est l'Océanie, c'est l'Afrique du Sud, c'est toute cette ceinture australe, c'est l'Amérique du Nord, toute l'Amérique d'ailleurs, c'est toute l'Amérique, c'est ça l'Europe, parce que c'est le peuplement européen. Mais il fallait une forte natalité pour ça. Vous ne pouvez pas peupler le monde entier si vous faites 1 ou 2 enfants. Et c'est ça qu'on a réussi à vendre en fait aux Africains. Pourquoi chaque fois que je viens sur vos plateaux, je vous parle de nos femmes comme étant l'une des clés majeures de la résolution des problèmes de l'Afrique. Nos femmes veulent faire 1 ou 2 enfants. Elles ne font pas souvent attention au fait que nous sommes sur 30 millions de kilomètres carrés, nous sommes sur l'un des continents les plus riches. Et tout au moins, nous sommes sur le continent qui aujourd'hui présente les meilleures possibilités de développement. Parce que vous avez pour le moment 1,3 milliard de consommateurs qui ne produisent presque rien. De toute façon, l'Afrique produit moins de 5% de ses propres besoins en produits finis. Donc, nous sommes 1,3 milliard de consommateurs inactifs, passifs, qui importent, qui consomment, qui jettent. Voilà un autre problème concret. Et qui demandent encore de nouveaux produits. Donc, c'est pour cela que cette natalité, à forte natalité africaine, fait peur. La population, lorsque on vous dit qu'en 2050, quand vous avez la moitié de la population mondiale, c'est un pouvoir extraordinaire. C'est un pouvoir extraordinaire. Mais c'est grâce à ça, et les Européens n'ont pas la mémoire courte, c'est grâce à ça que l'Égypte antique, il y a 10 000 ans, a dominé le monde. Parce que l'Afrique, à l'époque, comptait pratiquement la moitié de la population mondiale. Ça veut dire donc beaucoup plus d'hommes en armes. Peut-être qu'on ne fait plus la guerre aujourd'hui avec des canons ou avec des fusils. Mais cela veut dire particulièrement 2 ou 3 choses. La première, ça fait beaucoup plus de cerveau que tout le monde. Donc beaucoup plus de recherche scientifique, beaucoup plus de production intellectuelle que tout le monde. Troisième chose, ça fait beaucoup plus de capacité de projection sur le monde. Donc vous avez la possibilité de conquérir le reste du monde parce que vous êtes plus nombreux. Et donc vous pouvez y aller. Et ils le ressentent dès maintenant avec l'immigration. Ils se disent, l'Europe c'est 600 millions d'habitants, ces gars-là c'est 2 fois plus. Déjà ça fait 2,5 fois notre population. Si ça continue, demain ils seront pratiquement 7-10 fois notre population. Alors là, on sera complètement inondé. Sans oublier également le métissage qui va avec. Le métissage est un phénomène marginal. En réalité, en démographie, c'est un phénomène marginal. C'est pas le cœur de la démographie, de la constitution démographique d'un peuple. De quelles que soient les relations qu'on a, il reste toujours un phénomène marginal. Là où il s'est fait de façon importante. Prenez un continent d'immigration comme l'Amérique du Nord. Vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de métissage là-bas? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que généralement, il y a des résistances. Il y a les gens qui ont le sang bleu, il y a ceux qui parlent de l'authenticité, il y a ceux qui parlent de la race pure. Même si les gens ne le disent pas, ils réagissent de cette façon-là. C'est pour ça que vous trouverez que chez tous les peuples, il y a toujours une certaine réticence à aller épouser ailleurs. L'exogamie est un sérieux problème et la plupart du temps, l'endogamie est généralement la règle. Donc, vous avez comme troisième élément essentiel qui fait peur à ces gens-là, c'est que lorsque vous avez le maximum de cerveau, vous avez plus de cerveau que tous les autres. Parce que ne l'oubliez pas, la Chine bat l'Occident aujourd'hui parce que, par exemple, la Chine et l'Inde, la Chine à elle seule produit plus d'ingénieurs que tout l'Occident réuni. C'est la même chose avec l'Inde. C'est pour ça que ces pays font problème pour eux. Le Nigeria à lui seul produit presque autant d'ingénieurs que les pays membres de l'euro. Non, pas de l'Union européenne, l'euro. Oui. Quand on prenait l'euro. L'eurozone. Le Nigeria produit pratiquement presque autant de médecins ou d'ingénieurs. Donc les pays comme ça font peur. Et donc quand vous avez la capacité de produire autant, une telle capacité de production intellectuelle, en réalité vous finirez par imposer votre vision du monde aux autres. C'est ce que l'Occident a fait au cours des 3 derniers siècles, dont eux ils savent que ils vont... La conséquence, nous sommes en train de parler en français là. Est-ce que vous et moi nous sommes français? Non, du tout. C'est de ça dont l'Occident a le plus peur. Quand vous imposez votre vision du monde aux autres,
vous, qu'est-ce que vous faites? Vous les privez. Que vous le vouliez, parce que c'est un phénomène historique mécanique. Et vous allez les priver de leurs repères culturels, vous allez les priver de leurs repères spirituels, ils vont adopter votre vision du monde, et donc ils vont devenir purement et simplement des colonisés. Et ils savent que c'est ce que l'Afrique subit aujourd'hui. Donc ils se disent, ça ne prendra pas 4 siècles d'esclavage, 1 siècle de colonisation. 2035, c'est demain. Donc ça prendra 30 ans. En une génération, l'Afrique risque de dominer le monde. Parce que, croyez-moi, ce qui fait le plus peur à ces gens, ce n'est pas tant aujourd'hui le fait que demain ils vivront dans un monde dominé par les Africains. Ça peut apporter le bonheur aux gens, les Africains sont hospitaliers, etc. Ce qui fait le plus peur, c'est le retour de bâton. Ces gens-là, nous les avons tués en masse, nous les avons massacrés. Messieurs, mon village a été bombardé au napalm. Nous avons, et il n'est pas le seul, nous avons massacré ces gens-là, des dizaines de millions de morts en RDC, en un seul jour, 5000 morts à Douala. Pour des gens qui venaient de libérer la France, 5000 morts à Douala, sans compter les massacres de Tiaroy un peu partout. Ces gars se disent, la jeune génération que nous avons fini par mouler comme nous, si elle se met à penser comme nous, que nous arrivera-t-il? Ces gars vont purement et simplement brûler et ravager l'Europe. Voilà ce dont ils ont peur. Et vous voyez aux États-Unis où maintenant la population noire atteint déjà 25% de la population. Ils ont peur. Mais enfin, espérons tout simplement que nos valeurs à nous conduiront notre hégémonie sur le monde. Il est inévitable. Nous autres Africains, nous sommes sereins. Parce que nous savons ce qui va se produire. Dans 30 ans, nous aurons la moitié de la population mondiale. Ça veut dire que dans 100 ans, nos fils et nos arrières et nos petits-fils seront à l'abri du besoin et seront heureux sur cette terre. Mais ce que nous leur laisserons comme valeur, c'est de fonder leur action sur la vérité et la justice. Comme nos ancêtres, l'Égypte antique n'a jamais envahi le monde, n'a jamais massacré les gens à travers le monde. La vérité, justement, la justice. On nous fait savoir d'ailleurs, André Christophe-Fanga, dans ce document que nous avons vu tout à l'heure, que l'Afrique, c'est un continent d'avenir, malgré son problème de démographie. Il y a toujours ce problème qui se pose, comme le docteur Yamtimba vient de l'expliquer d'ailleurs. On a peur de l'Afrique, justement, à cause de sa démographie, puisque d'ici quelques années, elle pourra atteindre la moitié même du monde. Ben, je crois que c'est là le problème. Et je prends dans sa conclusion pour commencer mon argumentaire. L'Afrique n'est pas rancunier. Nous n'avons pas de rancune. Nous ne détestons pas le blanc ou bien l'Européen. Ou encore les Chinois. Ou encore les Chinois. Nous ne les détestons pas. Nous avons appris, parce que dans notre culture, nous avons appris à pardonner. Parce que dans nos cultures, le frère pouvait faire... Vous êtes d'accord avec Dr Yamtimba, qui a d'ailleurs écrit un bout de truc d'ailleurs sur sa page Facebook il y a encore quelques jours, que parce que l'Afrique est le grand frère, et le grand frère doit se comporter justement en grand frère. Bien sûr. Parce que quand vous voyez en Afrique, le petit frère pouvait faire les enfants à la femme de son grand frère. Et ça se gérait en famille, ça ne sortait pas. Ça, c'est dans nos us et coutumes. Ça se passait dans nos villages, ça se passe encore, et tout le reste. Et il n'y avait pas de bruit. Quand on sert de la nourriture, on sert dans un plateau et non dans les plats. Les plats, c'est la division, comme disait d'ailleurs. Mais je vous dis, les plats, c'est la division. La cuillère, c'est la division. La fourchette, c'est la division. Vous comprenez un peu? Donc, ça, ce sont les éléments culturels que l'Europe nous a amenés, nous disant que c'est la civilisation, alors que c'était pour mieux nous diviser. Alors qu'en réalité, nous, les Africains, nous aimons manger notre foufou dans un plateau. Nous aimons manger notre manioc dans un plateau. Et on nous a amené une aliénation nutritionnelle. Parce que quand je bois du café le matin, je prends du fromage, je prends du beurre, là, je vis comme un blanc. Et je change un peu mon ton, mon timbre vocal. Je vis là comme un Français. Alors, vous comprenez un peu, quand quelqu'un finit de manger, boit un peu de vin, il dit, oh, c'est un vin français. Hein? Vous comprenez un peu comment on nous a aliénés. Vous comprenez un peu. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de cette révolution-là et de revenir à des vraies valeurs. Ces vraies valeurs socialistes africaines, parce que nous étions des peuples très sociaux. Nos parents coupaient leurs bananiers et posaient sur la table avec une calebasse d'eau. Peu importe d'où tu venais, tu ne pouvais pas passer sans prendre un doigt de banane, sans boire de l'eau avant de continuer ton chemin.
Aujourd'hui, lorsque tu avais une grande distance à faire. Mais bien sûr, aujourd'hui, on nous a dit que non. Ces bananes sont empoisonnées. Non, cette eau-là, si tu la bois, non, elle est empoisonnée. En réalité, on a créé la suspicion entre les frères. On a créé toutes ces choses-là. Mais nous pensons que notre Afrique n'est pas maudite. Vous nous avez enseigné, vous nous avez éduqués. Oui, nous avons pris votre civilisation, nous l'avons adoptée. Mais maintenant, il y a une révolution africaine. Nous nous sommes réveillés de notre sommeil il y a de cela 20 ans, 30 ans. Parce qu'aujourd'hui, cette génération que nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus la même génération des anciennes. Non, nous avons compris que le système mondial a changé. Parce que quand vous écoutez Macron, il parle de l'Afrique, il parle de la... L'heure des babysitters est terminée, monsieur Macron. L'heure des babysitters est terminée, où vous allez venir nous apprendre, ou bien vous allez venir toujours être à notre secours. Mais non, nous n'avons pas besoin de votre secours. Et d'ailleurs, je disais dans une chaîne, par rapport à la dette, ils disent qu'on les doit beaucoup d'argent, mais on les doit quoi? Qui doit à l'autre? Est-ce qu'ils ont payé d'abord par rapport à la colonisation? Est-ce qu'ils ont payé? La France elle-même, elle a déjà payé les tirailleurs. Elle a indemnisé les tirailleurs. Elle a indemnisé nos aïeux qui ont travaillé d'arrache-pied pour libérer la France. Est-ce qu'elle a payé? Qu'est-ce qu'elle a payé? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, De Gaulle est venu ici, comme le disait un célèbre un ami, De Gaulle est arrivé au Cameroun, parce qu'il est arrivé, sa dernière étape, c'était le Nigeria. Après, il a dit, bon, faisons quand même un tour au Cameroun, parce qu'il était déjà découragé. Il venait se suicider au Cameroun. Hein. De Gaulle venait se suicider au Cameroun, parce qu'il n'avait plus d'espoir. C'est au Cameroun que les gars lui redonnent les forces que non, nous allons aller. Et c'est là où on réunit les hommes. On fait appel à tous les indigènes, comme ils nous appelaient à l'époque, pour aller maintenant se mettre en ordre de bataille et aller libérer la France. Voilà. Quelqu'un qui allait, lui, De Gaulle, c'est un très grand héros français. Maintenant, c'est le summum même de la politique française. Vraiment, voilà. Mais alors, c'est quelqu'un qui allait se suicider. On chante seulement. C'est les Africains qui l'ont aidé. C'est les Camerounais. C'est comme si c'était... Bien sûr. Bien sûr, c'est une valeur. Alors que c'est quelqu'un qui venait se suicider au Cameroun. Parce que c'était sa dernière étape. Il a dit vraiment, je vais au Cameroun, si possible. S'il n'y a plus moyen, tout s'arrête là. Alors, les Africains l'ont aidé à reconquérir cette France. Mais et vous dites que nous sommes maudits? Mais ils sont malades. En réalité, on est dans... L'Europe est un continent malade. Malade dans tous les sens. Psychologiquement malade, intellectuellement malade, physiquement malade. C'est pour ça qu'ils volent nos organes dans les hôpitaux. C'est pour ça qu'ils nous dépècent comme des... Parce que la vérité, c'est que tout ce que vous voyez, dans tout ce... vous dites Covid, les gens ne meurent pas de Covid, les Noirs ne meurent pas de Covid. Mais ils nous opèrent, ils retirent nos organes, ils donnent à leurs vieux, ils donnent aux richissimes qui sont là-bas, qui n'ont plus de reins, qui n'ont plus... En réalité, vous comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes le continent de l'espoir, pas parce que Macron l'a dit, parce que nous avons les éléments pour reconstruire le monde. Parce que le monde est en déclin, le monde est fatigué, le monde est vieillissant. Et il faut une nouvelle génération qui a de la force, qui a l'énergie nécessaire. Que ce soit l'énergie spirituelle, parce qu'il faut se dire, vérifiez par exemple dans un pays comme le Cameroun, vous allez retrouver beaucoup de traces divines et beaucoup de similitudes divines qui permettent la révolution du monde, qui vont permettre que le monde reprenne le monde reprenne son équilibre, parce qu'aujourd'hui, l'Europe a déséquilibré le monde. Quand vous avez 60% de la population qui est homosexuelle, vous pensez à quoi? Parce que même ceux qui sont mariés sont homosexuels, là-bas chez eux. C'est un libertinage terrible. Donc, vous avez invoqué Satan de venir habiter chez vous. Et maintenant, où Dieu est encore présent, vous venez vous dites, parce que nous, les Africains, on croit encore en Dieu. Nous avons Dieu, je ne parle pas de religion, parce qu'il ne faut pas, beaucoup de traditionnalistes vont commencer à nous parler des affaires de religion. Non, je ne parle pas de religion, je parle de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas un continent maudit. Nous sommes un continent plutôt béni, parce que quand même, quelqu'un qui est maudit ne peut pas avoir du gaz en excès. Parce que si vous regardez, allons-y. Vous avez du gaz, vous avez du pétrole, vous avez la forêt, vous avez l'or, vous avez une pharmacopée extraordinaire. Et félicitations, monsieur le président de Madagascar, Andrena Rajoelina, voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la jeunesse, c'est quelque chose. Vous comprenez un peu? Voilà le président. Il a sorti son médicament et ça fonctionne.
Donc voilà ce qu'on appelle la révolution. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Quand les autres viennent nous dire non, il faut qu'on continue à être vos babysitters, nous n'avons pas besoin de vous, c'est nous qui vous avons encadré pour être ce que vous êtes. Et justement, c'est vous qui avez besoin de nous. Ça nous rappelle d'ailleurs un proverbe de chez moi qui disait souvent que nous aussi nous étions comme vous, mais un jour vous également, vous serez comme nous. Messieurs, jusqu'à preuve de contraire, je vais me tourner vers le docteur Béni Christ. Ce n'est pas un continent de crise, de guerre, de cris et de pleurs. C'est aussi un continent d'avenir. C'est aussi un continent où on trouve toutes les richesses de la terre. Oui, vous avez suivi mon regard et mon attitude très, très calme par rapport à cette problématique très, très sérieuse. Parce qu'il faut le dire, l'une des plus grandes problématiques en Afrique, c'est celle qui vient d'être évoquée. C'est les questionnements. Et cette dame m'a posé une question. Les 54 États africains sont-ils maudits pour que, à l'unanimité, ils soient incapables d'assurer protection? C'est-à-dire, le seul domaine qui réussisse dans l'unité africaine, c'est là où notre jeunesse se met en pâture. En Libye, au Maroc et dans le désert, sur les territoires africains. Sommes-nous incapables de fédérer, de constituer des grandes organisations sur le plan militaire, sur le plan économique, politique, pour pouvoir protéger les nôtres? C'est ça les questionnements. Et c'est tellement fondamental que cela me permet de rebondir sur 3 angles. L'angle historique, l'angle culturel et l'angle contemporain. Sur le plan de l'histoire, je vais parler de la projection des visées hégémoniques de l'Occident. Et sur le plan culturel, je vais parler de la déconstruction de l'imaginaire négro-égyptien, parce que c'est là le nœud du problème. Et sur le plan contemporain, je vais parler des impacts du temps, parce que là, il y a une redynamisation de nos cultures. Parce que là, je vais mettre traditionnalistes et évolutionnistes sur le même plat pour montrer les pistes qui pourraient demain nous permettre de régler ce genre de problèmes. Déjà sur le plan historique, le mal commence en 1554, lorsque le pape convoque les États généraux de l'Europe. De quoi s'agit-il? Parce qu'il faut vraiment amener les Africains à cette conscience. Les papes du Vatican, c'est l'État qui gère encore l'Europe, et même l'impérium occidental en réalité est incarné par le Vatican. Voilà pourquoi vous constatez que dans tout l'Occident réuni, il n'y a aucun être humain qui a l'autorité et l'influence comme les papes. Tous les chefs d'État des pays occidentaux vont à Rome pour vénérer cet homme. Parce qu'il incarne en réalité tout ce qu'on appelle, entre guillemets, la civilisation européenne ou la civilisation occidentale, que moi j'appelle la pseudo-civilisation. Parce que la civilisation n'a rien à voir avec ces conglomérats d'idées disparates qu'on appellerait le romanisme, le gréco-romanisme et le judéo-christianisme, qui créent une bombe et aujourd'hui qui retardent même la croissance de l'humanité. Donc sur le plan historique, ce pape convoque les États généraux. Qu'est-ce qu'il constate? Il constate 3 choses. Premièrement, le plan géographique. Il constate que l'Europe, en réalité, n'est pas un tout. C'est des particules de terre rassemblées de manière fortuite. Donc, dont la superficie est moindre par rapport aux autres continents. Ce qui ne favorise pas une forte expansion démographique. Ça, c'est de 1. De 2, il y a ce qu'on appelle des problèmes internes récurrents. Vous avez entendu parler des Vikings qui... Il y avait des antagonismes extraordinaires. C'est ce qu'on appelle réellement la barbarie culturelle. C'est des sens européennes. C'est des gens barbares qui se faisaient la guerre entre eux. Il n'y avait jamais de paix chez eux. Et troisièmement, il y avait la problématique des valeurs. Ils n'en avaient pas une valeur qu'on pourrait appeler les valeurs européennes. Il n'y en avait pas. J'ai des grands auteurs occidentaux, des grands professeurs qui reconnaissent avoir tout copié de l'Afrique. Naïvement, nous pensons que ce qui est meilleur vient de l'Europe, alors qu'eux-mêmes se sont inspirés de nous. On ne va pas rentrer dans les détails, peut-être lors d'un autre débat, on va rentrer dans les détails. Donc déjà, cela a permis au Vatican d'ouvrir les yeux de ces souverains. Il y avait des principautés qui se battaient. Il leur dit, regardez le monde qui vous entoure. Si nous continuons à être lancés là, ces gens-là vont venir nous envahir et prendre possession de nos terres. Nous sommes déjà impuissants, nous sommes divisés et nous n'avons pas une base consensuelle qui nous permet demain de nous relever. Qu'est-ce qu'on va faire? Mettons-nous ensemble autour d'une seule idée.
L'Europe, rien que l'Europe, de un. De deux, nous allons continuer par les voisins les plus proches, chez qui nous avons tout appris. Nous allons les piller, les martyriser, les décimer en grand nombre et si possible les prendre les terres. C'est-à-dire, nous allons faire ce qu'on appelle l'excroissance, non pas territoriale, voilà, l'excroissance territoriale de notre hégémonie. Parce qu'on ne peut pas régner si on n'a pas une territorialité. Les pouvoirs s'inscrivent dans une territorialité et aussi dans la spatialité, dans la temporalité. Et donc, c'est ça le malheur de ce monde est parti lors de ces conclaves du Vatican. Ça, c'est le plan historique. Et ils ont étendu les tentacules de ces plans jusqu'à ce jour. Chez eux, selon ces plans, l'homme blanc est le suprême être humain sur la terre. Selon ces plans, l'homme blanc doit disposer de toutes les ressources du monde. Et ils le font. En Arabie, là-bas, ils créent des guerres en Afghanistan pour piller le pétrole. Ils ont chassé l'Irakien, le président irakien Saddam Hussein, pour s'accaparer du pétrole. Ils créent des raisons fallacieuses pour accomplir leur désir de domination du monde. C'est-à-dire, il faut s'approprier de toutes les richesses, déposséder les peuples, à la rigueur, déculturer les peuples. Et c'est ça qui me ramène donc dans la déconstruction de ce qu'on appelle la négro-égyptique. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont constaté une résistance formelle en Afrique. Contrairement à ce que notre jeune frère nous disait hier, que l'esclavage est né en Afrique, c'est anti-historique, je ne retourne pas là-bas. C'est que quand ils ont compris que l'homme noir, regardez un peu, il n'y a aucun peuple sur la terre qui a subi comme l'homme noir. J'ai dit même les Juifs. Aucun peuple sur la terre qui a subi. Les Mayas ont subi la férulité, la barbarie de l'Occident. Le peuple Maya a disparu. La culture Maya a disparu. Les Incas, les Aztèques, ils ont subi, ils ont disparu de la terre. Même les Noirs, ils ont subi la traite négrière. Mon frère, on vous vend comme des jubilés, comme des esclaves. On vous expose au également. Même titre que la mangue, la banane, les sangliers, on met l'être humain. Vous vendez au même titre. Non seulement ça, vous avez subi le razzia. Les Arabes rentraient jusque dans le village pour décimer des villages entiers. Et ceux qui acceptaient la soumission, ils étaient laissés en vie. Vous avez subi la colonisation. Combien de mains coupées par les colons? Combien de têtes coupées? Combien de villages décimés, brûlés? Vous êtes encore en vie et vous continuez de vous revendiquer Bassa, Congo, et je ne sais pas, Manguissa. Donc ça veut dire que malgré tout ce qu'ils vous ont fait, vous êtes restés solides et vous avez gardé vos valeurs. Ça, c'est ce qui fait peur. La première des choses qui fait peur à l'Occident, c'est cette résistance dynamique et c'est cet attachement. Je sais pas comment. C'est comme si c'est lié à votre gène de conserver, cet élan de conservation même de vos valeurs intrinsèques. Ça, c'est ce qui fait peur le plus à l'Occident. Parce que l'Occident n'existe pas. Dites-moi, l'Occident est quoi? Sur le plan systémique. Ils sont judéo-chrétiens, ils sont gréco-romains, ils sont quoi? C'est un conglomérat de valeurs prises ici, par là. C'est ce qui fait la civilisation occidentale. Et pour chuter, ils ont donc intérêt à déconstruire cette égyptique. Pourquoi? Parce que si l'homme noir, voilà là où il a le nœud du problème, c'est ça. Pourquoi l'Afrique est efficace? Parce qu'il faut se référer aux éléments que nous venons de voir là. Pourquoi est-ce que les 54 États africains demeurent impuissants en Afrique? Justement, c'est la grande interrogation. Pourquoi est-ce que les 54 États africains restent et demeurent impuissants, amorphes même à la limite, comme le déclare d'ailleurs cette grande dame sur la vidéo que nous avons regardée d'ailleurs ce matin, Albert Anatola ici, jusqu'à preuve du contraire, des jeunes meurent dans les déserts, dans la Méditerranée. Elle déplore justement cela et elle nous fait savoir une chose simple, c'est que la guerre n'est pas gratuite. Je voulais vous rappeler sur le plan historique, sans vouloir m'étendre là-dessus. Le continent africain a un passé des empires. Nous avons connu plusieurs empires sur le continent africain. Et lorsqu'on parle d'empire, cela suppose qu'il s'agit de la puissance politique, c'est la puissance économique, c'est une culture, c'est une religion, tout ce que vous voulez. Il ne faut pas vous renvoyer dans les livres d'histoire, allons-y. Maintenant, il y a le triptyque des troisièmes que nous connaissons, c'est-à-dire les missionnaires, les marchands et les mercenaires qui arrivent. Et puis, ils s'imposent sur le continent africain leur culture. En mettant en avant le mythe des préjugés.
Et nous continuons justement de vivre ces mythes de préjugés, du moins pour ce qui concerne la partie du continent noir de l'Afrique. Parce que de l'autre côté, chez les Maghrébins, c'est une autre réalité. Et maintenant, quand ils envoient leurs mercenaires, qui nous apportent leur religion, leur culture, soit disant que notre culture, nous avons la culture des indigènes, comme nous appelaient à l'époque, et nous apportent dans la Niverkine, que nous avions déjà chez nous, sur dans nos terrains forêts. d'ailleurs, hein, sur nos sols. Ouais, maintenant, il survient, n'est-ce pas, la Première Guerre mondiale, ensuite la Deuxième. C'est là où tout bascule, en réalité. Je ne voudrais pas trahir certains éléments de l'histoire, mais pour dire quoi à la fin? Pour dire qu'aujourd'hui, ils nous ont opposés. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve avec des micro-États sur le continent africain, regroupés en sorte de communauté, Micro-États qu'eux-mêmes ils ont créé, hein, il faut le préciser d'ailleurs. Ou des sous-régions, ça veut dire que ce sont eux. Lorsqu'on revient dans les années en 1884, lors de la conférence de Berlin, on sait ce qui s'est passé. Qui consacre tout ce que vous savez. Tout le logiciel était mis en marche pour que justement l'Afrique soit fragilisée. Mais je pense que, contrairement à ce que tout à l'heure le docteur Yamba semblait dire, moi je pense par rapport à l'aspect culturel, moi je pense qu'on peut se réapproprier leur culture, c'est-à-dire du moins le français que nous parlons sur le plateau. On peut se réapproprier certains éléments culturels parce qu'il n'y a pas que du mauvais de ce côté-là. Parce que lorsque, si on était si mauvais, médiocre, maudit, pourquoi on retrouverait plus de 40% de médecins ou d'ingénieurs africains chez eux? Ça veut dire que nous avons de la ressource. Ça veut dire que nous avons des intelligences. Il ne faut pas également oublier que la langue vient également de l'Égypte. Non, je parle du français. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, les gars nous ont donc plongés dans un mythe de préjugés. Et vous allez constater que dans la plupart des pays, que ce soit l'espace francophone, que ce soit l'espace anglophone, il y a ces histoires qui s'appellent les centres culturels. Il s'agit des officines, pas seulement d'aliénation, mais d'assimilation. Parce qu'il s'agit de... Quand vous partez là-bas, vous ne trouverez jamais un ouvrage d'un auteur africain. Allez dans un centre culturel français, vous trouverez rarement un ouvrage d'un auteur africain. C'est très souvent des auteurs occidentaux. Des auteurs occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous vendre leur culture. Et je pense que l'erreur que l'Afrique aura commise, n'est-ce pas, dans ce cheminement, dans ce mauvais processus, c'était de penser que ce que le blanc leur disait était vrai, c'était une vérité d'évangile. Lorsque tout à l'heure, Bénique évoquait c'est un crime sur le continent, que ce soit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, bien en Afrique. Très souvent, la main qui tient le pistolet, c'était pas l'instigateur, c'est ton propre frère. C'est-à-dire que lorsqu'on va atteindre Stephen Ngozi, on ne passera pas par Jean Bertrand, on passera par Yam ou bien par Aïchi. On passera par son propre frère. Parce que c'est ton propre frère qui te connaît, il est plus proche de toi. Oui. Et surtout, il ne faudrait pas que lui emporte la responsabilité. Donc, je pense que dans l'élément, il y a deux choses que j'ai retenues dans les deux éléments-là. Pour ce qui concerne la démographie africaine qui est galopante, je pense que ça représente d'abord la puissance économique. En plus, ça passe quand même vaste marché, au même titre que la Chine, au même titre que l'Inde, au même titre certainement que la communauté européenne. Oui. Donc, je pense que c'est un marché, c'est des potentialités. Je ne veux pas entrer dans les ressources naturelles. C'est des potentialités humaines. Oui. Et vous constatez avec moi que la population africaine est jeune. Elle est constituée à plus de 50% de jeunes. Donc c'est une force. Pendant que la population européenne, elle est vieillissante. Donc je pense qu'aujourd'hui, que nous avons une fois de plus affaire à un problème d'élite. Élite politique, élite intellectuelle, élite économique. Donc c'est un problème d'élite. Et la plupart, et j'ai toujours scandaleux, c'est une parenthèse, j'ai toujours scandaleux que lorsque il y a une problématique qui concerne le continent africain, que ce soit les dirigeants africains qui se déplacent pour aller débattre des problématiques du continent sur un autre territoire. Je trouve cela vraiment scandaleux. Et ce sont nos dirigeants, c'est notre élite qui pose ce problème.
Donc je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire, et c'est très bien fait d'avoir posé cette problématique, parce que ça nous éloigne un peu de cette fameuse pandémie du Covid-19, qui aussi peut être un peu peut-être pour le continent africain, parce que tout à l'heure vous avez évoqué la découverte en Madagascar du civio par les chercheurs malgaches. Oui. C'est une alternative, parce que la réponse à beaucoup de questions, de beaucoup de problématiques africaines, doivent avoir une réponse africaine. Ça, c'est important de le préciser. Nous avons, à travers cette pandémie, constaté qu'il y a une jeunesse qui ose, qui crée, qui innove. Qui fait de très belles choses. De très belles choses. Donc, je pense c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ça, c'est la première chose que je retiens de cet élément-là. La seconde chose, là, je veux dire, si la dame allons-y rapidement, parce que là, si on était dans un échange interactif avec la dame, je lui répondais que non, l'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique a mal à son élite. L'Afrique a mal à son élite. Il faut qu'on sorte définitivement, mais alors définitivement, des préjugés, n'est-ce pas, du mythe des préjugés raciaux. Docteur Yamtimba, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est justement la véritable question que quelqu'un me pose actuellement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisqu'on est au courant de tout cela, qu'est-ce qu'on fait? Non, le vrai problème, la première chose qu'on fait, c'est qu'on cesse de réfléchir comme un Européen. Oui. L'Afrique n'a pas d'élite. Attention. Il y a 2 ou 3 choses que vous avez dites. La première, je lui dirais, attention, le monde tel qu'il est fait aujourd'hui, tel qu'il existe aujourd'hui, avec ce qu'on a connu depuis 1454, le fameux concile, la réunion avec le pape. Non, il a commencé avec les Arabes. Parce qu'on a tendance à occulter l'esclavage et l'impérialisme arabe. Ce qui me permet d'arriver à vous dire... J'ai parlé des razzias. Oui, mais bon, disons pas avec la même force qu'avec ce qui... Parce que l'impression qu'on a, c'est que il y a les Occidentaux, certes, ils dirigent le monde, mais l'Afrique a commencé à recevoir les coups sur ses flancs à partir des Arabes depuis bien avant même le premier millénaire. Parce que les Arabes eux-mêmes ont colonisé les Européens. Voilà. Donc, c'est ce qu'on oublie aussi. Donc, parce qu'il faut savoir que l'Afrique du Nord est aujourd'hui arabe, mais elle ne l'était pas. C'est arabophone. Voilà. Donc, et l'autre chose, l'Afrique n'a pas d'élite. Et c'est ça le problème de l'Afrique. L'Afrique n'a pas mal à son élite et n'en a pas. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, je vais vous expliquer, c'est très sérieux. Ce que nous sommes en train de dire là est extrêmement sérieux. Très sérieux. Nous sommes sur un sujet très grave. Vous avez vu la qualité des personnes qui s'expriment, ce ne sont pas des enfants. Et ce sont des gens qui peuvent ordonner qu'on bombarde des pays tous les jours. Et d'ailleurs, ils le font. Donc, l'Afrique n'a pas d'élite. Je veux prendre ça par quelque chose de très simple. Vous avez entendu parler du peuple Bassa au Cameroun. Quand vous arrivez dans un village Bassa, on vous présente le chef. On vous dit, il est censé être l'élite de ce pays-là. Dans cette communauté, dans ce village. Mais ce type n'est reconnu par personne. La seule élite que les Bassa reconnaissent, c'est le Mbombok. Et c'est les Koko, les femmes. Parce que chez nous, il n'y a pas une élite masculine. Ça n'existe pas. Nous avons 2 collèges, le collège des femmes et le collège des hommes. Donc, il y a une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Donc, l'élite culturellement reconnue, qui est dans le Mbombok et le Koko, n'existe pas. La seule élite qui existe officiellement, c'est le chef, qui est une création du blanc européen quand ils arrivent ici. Donc l'Afrique n'a pas d'élite. En fait, on n'a pas d'élite. On a des gens qui pérorent à longueur de journée en français et en anglais en projetant la vision du monde occidental sur l'Afrique, alors que ceux qui parlent de l'Afrique, ceux qui sont africains et gardent encore la vision du monde de l'Afrique, personne ne les écoute. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de parler. Donc, il n'y a pas d'élite. Sauf si nous considérons que l'élite est le produit de ce que les Occidentaux appelaient les assimilés. Parce qu'il y avait un programme d'assimilation. Ouais, les évolués. Les évolués. Donc, c'est ceux qui sont assimilés, évolués, qui sont censés être l'élite. Mais quel est ce continent dans lequel c'est ceux qui sont nommés, ceux qui sont présentés par l'oppresseur, par le bourreau, qui sont appelés élites? Non. Ce sont des géoliens. Non, ce n'est pas ça. C'est ça le problème de fond de l'Afrique. Voilà. C'est-à-dire qu'on est là avec des gens qui prennent des ordres ailleurs. Vous parliez ils s'en vont parler de l'Afrique, hors d'Afrique, comme chaque fois qu'il y a un problème. Non, mais c'est des gens qui prennent des ordres. Ils prennent des ordres de leur patron, de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, des Illuminati, de l'Église catholique, bref, du christianisme, de l'islam. Et ils viennent avec ici. Vous pensez qu'ils viennent, ces gens-là? Citez-moi un seul de ces cadres
que j'ai énumérés qui valorise l'Afrique. Qui parle au nom de l'Afrique. L'islam estime que dans le Coran, c'est écrit que nous sommes des esclaves. Pour Kafré, machin, tout ça là. D'ailleurs, noir veut dire Kafré chez eux, africain veut dire Kafré chez eux. Donc, vous êtes là, des gens prennent des ordres d'une vision du monde dans laquelle le noir est un esclave. Vous prenez la Bible, c'est la même chose. Dès le premier livre, on vous dit que vous êtes maudits. Jusqu'à là, vous serez l'esclave des esclaves des enfants des autres. Mais quel est ce continent dans lequel les gens se complaisent dans une chose pareille? Ils ne lisent même pas. Ils se lèvent tous les dimanches, ils vont à l'église et ils ne se rendent pas compte que le livre qu'ils tiennent en main, il est écrit là qu'ils sont les esclaves jusqu'à la fin des jours. Pas toujours. Bon, ça, c'est notre débat. Hein. Non, ce n'est pas un autre débat. C'est le fond du problème. Attention. C'est le fond du problème, parce que vous ne vous en rendez pas compte, justement. C'est ça le fond du problème. Messieurs, ce qui oriente toutes les décisions et tous les comportements en politique et en société, je suis désolé de vous dire, mais c'est la religion. Monsieur Yam, je vais vous couper une seconde pour donner de l'eau dans votre moule. J'ai discuté de ces sujets très importants, mais il y a paradoxalement un passage dans la même Bible-là où il est écrit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Donc, la même Bible-là reconnaît que la civilisation est partie de l'Égypte. Et même si Moïse a écrit le premier livre de la Bible, Moïse, étant né en Égypte, il l'a écrit en langue égyptienne. Donc, la Rome a trafiqué la Bible pour nous présenter un produit. Moïse n'a rien écrit. Écoute, messieurs, nous ne sommes pas là dans un débat. Non, c'est pas un débat religieux. Ce n'est pas un débat religieux. C'est pas un débat religieux. C'est très thématisé. C'est pas un débat religieux. Ressortons là-dedans. Monsieur Ngo, c'est pas un débat religieux. C'est pas un débat religieux. Ce matin. C'est pas un débat religieux. En réalité, c'est un débat simplement sur l'histoire de la pensée. C'est pas un débat religieux. Effectivement. Nous sommes sur l'histoire de la pensée. Quand ça coince, quand il faut faire la Constitution européenne, confiée à Jacques Delors, qu'est-ce qu'il dit? Les racines chrétiennes de l'Europe. Voilà. Pourquoi la Turquie n'est jamais entrée dans l'Europe, monsieur? Parce que la Turquie est musulmane. Voilà. Ce n'est pas un débat religieux. C'est simplement pour vous montrer que quand les autres règlent leurs problèmes, ils sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus graves que nous. Le fond, tout ce qui oriente les comportements en société, quelle que soit l'activité sociale, c'est la religion. C'est la pensée. Et donc, quand l'Europe veut prendre de grandes décisions, c'est le concile de 1454 qui en décide. Oui. Ce n'est pas une réunion des chefs d'État. C'est ça qui décide. 1885 à Berlin, à l'onction de la chrétienté. Oui. Donc, en fait, le fond du problème, c'est quoi? Le fond du problème, c'est celui-ci. C'est que ces gens, se fondant sur ces textes-là, estiment qu'il n'y a rien en Afrique. Il n'y a rien. Puisque vous êtes, pour eux, divinement, c'est Dieu qui l'a dit. C'est la Bible, c'est Dieu qui l'a dit. Dieu a dit que vous êtes les esclaves. Que ce soit le christianisme ou l'Iran, c'est Dieu qui l'a dit. Mais ce n'est écrit nulle part. part. À partir du moment où Dieu l'a dit, ce n'est pas écrit. C'est écrit nulle part. Je vous donne les versets, vous pouvez les lire. Vous allez... Non, attendez, parce que quand nous... Attention, ce débat-là, on a tendance à... Justement, c'est le genre de niveau de débat qu'on ne veut pas avoir. Restons dans le débat. Je vous ramène... Non, cet huisme-là... Les sujets-là, il faut... Je revenais sur cet huisme. Mais il n'est pas maudit, il n'est non plus... Non, attendez. Justement, c'est ça tout le problème. C'est-à-dire que les Africains Quand Sarkozy dit à 2007 que sur le plan de la culture, nous, occidentaux, il met ensemble et le Vatican, nous avons appris à l'école du nègre, du noir. Attendez, moi je vous dis, moi je suis sur des choses, Sont sérieux, Yam. Je suis sur des choses. C'est l'histoire de la pensée, là. Je suis sérieux sur, je vous dis, je ne parle pas, je suis pas dans un débat religieux. Je ne suis pas sur ces positions. Je suis sur l'histoire de la pensée. Voilà. Et c'est ce type de débat qu'on évite toujours en Afrique. Parce qu'on va dire, ah non, il s'agit de religion. Non, ce n'est pas de la religion. Ce dont il s'agit, c'est des bases, les fondements sur lesquels les autres ont assis leur projection sur le monde. Et la projection occidentale sur le monde vient de la Bible et vient d'un verset du livre de Genèse au 9e chapitre qui dit, vous les descendants de Cam, quand Noé maudit son fils, vous êtes les esclaves des esclaves de vos frères. À partir de là, les Occidentaux, les Européens vont trouver la justification de tout ce qu'ils vont faire dans le monde. Je n'ai pas fini. De l'histoire. Je ne pense rien du tout à aller relire
Les Occidentaux laissez-moi aller où je vais. Laissez-moi aller où je vais. Laissez-moi aller où je vais. Laissez-moi aller où je vais, monsieur docteur. Laissez-moi aller où je vais. Il faut pas désorienter le peuple qui nous suit. Laissez-moi On va aller où je terminer vais. rapidement en quelques secondes. Laissez-moi aller où je vais. Pour aller vite. Alors, ce que je dis, c'est ceci. Allez relire le texte de ce concile, l'encyclique, et vous comprendrez. J'ai ça ici. Par la suite, vous relirez tous les autres textes qui ont suivi le Code noir et vous voyez sur quoi c'est fondé. J'ai ça ici. Je suis revenu sur ces éléments Oui. pour pouvoir mieux fonder mon propos que voici. En réalité, monsieur ici disait que ça nous éloigne du Covid-19, ça ne nous éloigne pas. Ça nous met au cœur de la façon dont nous pouvons refonder l'Afrique. En réalité, de quoi s'agit-il? Lorsque vous avez des chefs d'État qui se plaignent de votre démographie, qui disent nous allons vous aider à répondre au Covid-19, nous allons faire ça. Pendant ce temps, quand vous leur demandiez les moyens de vous aider à construire votre système de santé, ils l'ont refusé hier. Aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent vous donner des milliards d'euros. Mais pourquoi? Mais parce que, monsieur, ils se disent, nous devons à chaque fois, c'est un peu comme si vous avez un esclave à la maison et ils ont, eux, une bonne expérience de comment on gère un esclave. C'est de ça qu'il s'agit. L'esclave, vous assurez qu'il ne va pas à l'école, il sait à peine vous répondre dans votre langue, mais il n'apprend pas, il n'accède pas à la vraie science. C'est ça qu'ils font. Donc vous n'allez pas avoir le bon système de santé, on va juste mettre quelque chose de petit pour que vous avanciez. Le fond du problème, c'est celui-là. Qui est qu'aujourd'hui, vous avez une Afrique qui n'a pas une élite, c'est-à-dire qui est celle qui est culturellement reconnue, n'est pas celle qui parle, n'est pas celle qui prend les décisions. Et donc, en fait, tant que l'Afrique refusera de comprendre que le problème majeur qu'elle a est un problème culturel et que le fait de parler les langues des autres, parce que monsieur, quand vous dites, mais on peut s'approprier la langue française, non, on n'a pas à parler la langue des autres parce que je vais vous dire une chose. Lorsque les Allemands ont essayé d'imposer l'allemand aux Français pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été l'une des raisons pour lesquelles la résistance française s'est radicalisée. Et ça, c'est des petits détails de l'histoire que nous mettons à la poubelle, comme si nous, en Afrique, on ne doit pas faire attention à ça. Il n'y a aucune raison. Y aura-t-il une langue que les Africains, tous Les Africains, la langue partie c'est là de où j'arrive. Ça fait partie des réponses que j'apporte à votre question, à savoir, par exemple, nous devons avoir notre langue. C'est-à-dire que, parce que la langue est le véhicule de la vision du monde. La langue est le véhicule de la des Quelle est la valeurs. langue de l'Europe? Messieurs, quelle est la langue européenne? je pense qu'on va faire un autre débat là-dessus. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux simplement énumérer rapidement ce que je propose, que les gens doivent faire. La première chose, parce que la langue véhicule la vision du monde des autres et leurs valeurs, nous devons nous départir de leur langue et parler les nôtres. Et nous avons aujourd'hui la capacité de parler au moins soit la métalangue de nos ancêtres égyptiens, on sait l'écrire et on sait la parler, déjà, la langue des hiéroglyphes, soit une langue très répandue qui est par exemple le Swahili, qui est écrite, qui se connaît, qui a ses règles grammaticales. Parce que si vous rentrez là-dedans, vous fonctionnez exactement comme l'Europe fonctionne sur la base judéo-chrétienne. C'est-à-dire que vous avez la base gréco-romaine, toutes les langues européennes se retrouvent là-dedans. La deuxième chose... Là, vous êtes en Messieurs, bientôt on va sortir de ce débat, allons-y rapidement. Là, docteur Yam, la parole parce que... docteur Yam, là, vous êtes en train d'entrer... J'en ai pour quelques secondes. Là, docteur Yam, là, vous entrez dans l'idéalisme, là. Parce que... On parle déjà, non, j'y arrive. On étudie les hiéroglyphes. J'y arrive. On n'est pas dans l'idéalisme. J'y arrive. Albert Anatola ici à l'époque parce que il aurait dû laisser que je finisse. Non, j'imagine où vous allez. Parce que déjà, on n'arrive pas déjà à s'en sortir avec notre zone de libre-échange économique continentale. Est-ce qu'on va s'en sortir avec la langue? Vous vous êtes demandé pourquoi? Non, j'y arrive. Je connais la réponse. On va pas également oublier qu'il y a encore quelques jours, la BEAC n'a pas pu accepter un document de la campus qui était écrit en anglais. Allez savoir justement pourquoi. Voilà, bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en fait, lorsque je dis... Oui. Parce que ce n'est pas une de leurs langues, c'est pas leur langue officielle de travail. Mais on oublie également que le Cameroun est un pays bilingue. Le Cameroun ne s'est pas arrangé pour que cette langue... D'ailleurs, la BEAC l'a jamais accepté parce que dans les autres pays, ça aurait signifié que faut quand même qu'on soit sérieux. Oui. Dans les autres pays, il fallait imposer l'anglais. Et comme les autres pays sont purement francophones, ils ont donc fait quelque chose qui est tout à fait juste, à savoir que vous êtes un parmi 6
Donc vous ne venez pas imposer vos langues. Et le Cameroun, et ça c'est l'attitude des Africains, ils ne s'imposent pas aux autres. Oui. Le On va Cameroun, laisser c'est pas imposé. Albert Anatola ici aller. Merci. Allons-y. Non, j'étais sur le point de dire que non. Je pense qu'on peut se réapproprier, on peut s'approprier certains éléments de la culture qui nous a été, disons, imposés. Ça, c'est important aussi, parce que, comme je l'indiquais tantôt, il ne s'agit pas de dévoiler notre culture, encore que notre culture a été malheureusement démantelée. Ça, vous ne pouvez pas le nier. C'est-à-dire que notre culture, par exemple, a été Allons-y, monsieur, on va sortir de ce débat. Maintenant, vous avez soulevé quelques éléments d'ordre anthropologique. Moi, je pense que il faut qu'on réfléchisse sur les vraies préoccupations. Parce que allez, là vous êtes en train de faire une analyse, comme j'ai l'habitude de dire, stratosphérique, donc il va nous falloir encore des siècles. C'est ce niveau que les Macron sont, monsieur. Je veux dire que, avec leur think tank, c'est là où ils sont. Là maintenant, et justement, c'est que ils sont à un niveau où la plupart des gens ne comprennent pas. Et ils ont l'impression que on va s'asseoir et on va commencer à dire, ben écoutez, mais si on peut s'approprier quelques éléments de la culture occidentale. Non. Vous ne pouvez pas vous projeter dans le monde si la base de tout ce que vous faites n'est pas votre culture. C'est ce que le Japon a fait avec l'ère Meiji. C'est ce que la Chine fait. Si l'Europe ne s'était pas appropriée des valeurs africaines, l'Europe ne serait pas une hégémonie. Non, c'est pas la même chose. Vous n'y êtes pas. Ce n'est pas la même chose. Albert Anatola ici en une minute. L'Europe n'était pas dominée par les Africains. S'il vous plaît, en une minute. C'était pas dominé par les Africains. En une minute, Albert Anatola ici. En une minute, parce que je sors de ces débats. Merci. Là, je sors rapidement de ce débat. J'étais en train de vouloir dire que ceci, il va nous falloir encore des siècles si nous devons aller sur la base de vos analyses. Sur le temps que, très souvent, nous avons régulièrement pris le train en marche, parce que il faut s'adapter à la mondialisation, il faut s'adapter au contexte, donc ça veut dire que tout le temps, on va subir. Est-ce qu'il va falloir, tout à l'heure j'ai pris pour prétexte la pandémie du Covid-19. Monsieur, il faut 7 ans pour changer de langue. Il ne faut pas 10 siècles. Non, il faut 7 ans. Oui, c'est des études scientifiques. Donc, on va venir avec vous. Il faut des siècles. Bon, d'accord. 7 ans. Le Rwanda l'a fait. Je suis en train de parler d'un exemple concret. Le Rwanda, en 7 ans, a changé de langue. Mais bon, là, nous parlons de 54 États. Nous parlons de 54 États. S'il vous plaît. Là, nous parlons de 54 États. Souffrez qu'il finisse. Souffrez au moins qu'il finisse. Non, mais enfin, il aligne beaucoup de choses qui sont contre scientifiques. Non, parce que là, je vous parle de science. Docteur Yam, nous sommes en plein débat à la télévision. Laissez que. Nous sommes dans le premier. J'aurais dit ces choses qui n'auraient pas besoin de relever tout cela. On vous comprend parfaitement. Nous sommes en plein débat. Si j'avais fini, il n'aurait même pas eu besoin de dire tout ça. Non, je veux dire que je vais revenir à vous. Nous sommes dans 54 États. Est-ce que ça va être possible? Docteur Yam déclare que c'est possible. En 7 ans. En 7 ans. Oui. Le Rwanda l'a fait. C'est pas que je le dis. Le Rwanda l'a fait. Oui, on vous a suivi, Docteur Yam. Si c'est possible, alors commençons d'abord règlement chez les panafricanistes, puis nous sommes dans une télévision panafricaine, autant pour moi. Nous évoquons les problèmes culturels. Ça, c'est pas la première fois que nous évoquons ces questions-là. La Chine vend une culture, alors qu'il s'agit d'une culture multiforme. Oui. Pareil pour la Russie. Bon, il faut donc que nous puissions avoir une culture. Est-ce que l'Afrique a encore une culture pure? Il n'y a pas une Afrique. Justement. Je vais laisser la parole à André Christophe Fanga, qui a justement besoin de dire pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui sont dites sur ce plateau ce matin. On parle bien sûr de la Bible et tout ce qui va avec. Mais nous savons une chose simple, c'est que tous convergent vers une seule idée, que l'Afrique se réveille, que l'Afrique regarde à un idéal commun et que les choses avancent. Voilà. Absolument. Ben, je pense que, première des choses qu'il faut dire, les gens confondent la culture africaine avec la sorcellerie. Parce que les gens font la sorcellerie et ils parlent que c'est la culture africaine. Il ne faut pas confondre quelqu'un. La plupart de nos grands-mères ont mangé les cerveaux des enfants, ils sont devenus bêtes et on dit que c'est la culture africaine. Allez dans nos quartiers, vous allez voir. Ils ont mangé le génie des enfants, ils se sont rajeunis au travers d'autres enfants, d'autres personnes. Et on dit que non, c'est la culture africaine. Voler la nuit, c'est la culture africaine. Vous comprenez un peu? Donc, ça, il y a une confusion totale de la culture africaine. Oui. Et vous savez, je connais l'histoire d'un ingénieur français qui est arrivé et il a trouvé un vieux père Bassa où on devait faire passer un pont. Et c'était ce papa-là qui était le gardien du pont. Et il avait la capacité d'entrer dans une bouteille et ressortir. Vous comprenez un peu? L'ingénieur français lui dit, mais on me dit que tu es très puissant, c'est toi qui gardes la rivière et tout, donc on me dit que tu peux entrer dans la bouteille. Il prend une bouteille, une bouteille, il lui prend, il entre alors dans la bouteille, je vois. Le papa entre dans la bouteille et il ressort. Il lui dit, fais-y encore, entre encore. Il entre encore, il ressort.
La troisième fois, quand l'ingénieur français lui a dit entre dans la bouteille, quand il est entré, il a refermé la bouteille, c'était terminé. Il n'y a pas de gardien de rivière Donc, chez nous. écoutez, vous parlez comme si vous parlez à quelqu'un qui n'est pas africain. Il y a les gardiens des rivières. Vous ne pouvez pas construire. Non, je vous dis. Messieurs, commençons partout, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pour dire quoi? L'Afrique a un problème. On est devenu un continent hybride. Un continent hybride, c'est-à-dire on a tout adopté. La sorcellerie est dedans. Les Singans, les Boka, les machins, tout ça, franc-maçonnerie, Rose-Croix. On ne sait pas en réalité quelle est la culture africaine. L'Africain lui-même ne peut pas se définir parce que le même franc-maçon, il a ses marabouts dans les maisons, ils sont nombreux là. Il est franc-maçon, alors que la culture maçonnique ne veut pas qu'il y ait mélange. Mais ça n'empêche pas qu'il ait les marabouts. Il part donner la nourriture au crâne. Au crâne, au village. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on n'a pas de base spirituelle. Aucun continent ne peut se développer sans base spirituelle. Vous n'avez pas dit que l'Afrique n'a pas de base spirituelle. Écoutez, elle n'a pas de base spirituelle actuellement. Nous ne parlons pas des temps anciens. Oui. Nous parlons de maintenant. Elle n'a pas de base spirituelle. Et toute personne, toute famille, tout État qui n'a pas de base spirituelle ne peut pas évoluer. Peu importe la spiritualité, la pratique de la spiritualité. Vous comprenez un peu? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un seul instant, vous n'avez pas de base spirituelle, ça veut dire que vous êtes libre. Vous êtes quelqu'un qu'on peut manger à tous les instants. Et maintenant, à toutes les sauces. À toutes les sauces. Maintenant, l'Occident a réussi à dominer l'Afrique justement parce qu'en dehors de sa religion, en dehors de sa stratégie, elle a ajouté un peu d'intelligence. Vous comprenez un peu? Un peu d'intelligence, c'est-à-dire quoi? Elle a amené le cigare, alors que nos grands-pères fumaient déjà la pipe. Ils ont amené le cigare, ils ont dit non, ça c'est plus mieux que la pipe. L'Occident a apporté la ruse, non l'intelligence. Messieurs, sortons rapidement de ce débat. Donc, vous comprenez qu'en réalité, oui, elle a apporté la ruse pour mieux nous diviser ou bien pour mieux nous tromper, nous dominer. Nous dominer. Oui. Et aujourd'hui, nous avons compris cette ruse-là. Et la ruse ne vient que d'un seul individu, du diable. Allons-y rapidement, docteur Bénédicte, je vous donne le mot de fin en quelques secondes. Je vais dire quelque chose. Déjà, il faut savoir que dans tous les éléments que nous venons de poser comme question, je vais rappeler à Maître Yamb. Moi, je dis toujours, la question n'est pas de dire que nous sommes les descendants des Égyptiens. La question est de démontrer que nous descendons des Égyptiens qui ont créé des pyramides et qui ont développé la première civilisation sur la Terre. Et qui ont été très puissants et que les Africains sont encore très puissants. Vous avez parlé de 10 000 ans. Donc, il n'y a pas contre cela. Hein. Voilà, non, je sais, je le rejoins là. Vous avez parlé de 10 000 ans. Les Égyptiens ont régné 30 000 ans sur la Terre. Ils ont colonisé tous les peuples. Jusqu'en Chine, il y a l'influence égyptienne. Jusqu'aux Amériques, il y a l'influence de l'égyptienne. J'ai fait cette étude-là, j'ai des ouvrages, des références là-dessus pour témoigner cela. Même si l'Occident est dans une atmosphère de déconstruction de cette vérité négro-égyptienne. Là n'est pas le problème. La complexité de la question évoquée, je vous rejoins là-dessus encore. Pourquoi? Parce qu'il a fallu beaucoup d'années, beaucoup de moyens, mais surtout beaucoup d'intelligence. Par exemple, pour asseoir la domination européenne en Afrique, il a fallu les gens que vous appelez des missionnaires. C'était en réalité des théologiens, des astrologues, des scientifiques, des géographes, des militaires. C'était tout un conglomérat des intelligences réunies pour servir un idéal. C'est ça la force de l'Europe. D'où la complexité de la construction d'une Afrique qui appartiennent aux Africains. Parce que l'Afrique dont on parle là, n'existe pas en réalité. L'Afrique qui existe, c'est ce que nous évoquons, c'est ce que nous vivons au quotidien. Oui. Et pour chuter, rapidement, parce que le temps nous est imparti. Le véritable problème de la démographie est évoqué à juste titre parce que les valeurs ont été déjà dites ici. Mais le plus grand problème, je vais vous le dire aujourd'hui, ne l'oubliez jamais, le plus grand problème, ce n'est pas les richesses que nous avons. Ce n'est pas la démographie, la jeunesse, non. Le plus grand problème, c'est que le relèvement de l'Afrique entraînera le déclin de l'Occident. Et donc, il faut tout faire pour empêcher que l'Afrique se réveille. Parce que si vous vous réveillez aujourd'hui, nous n'achèterons plus les ordinateurs de l'Europe. Nous n'importerons plus leurs produits. Nous ne ferons plus cela. Parce que nous avons tout et sommes capables de produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin pour survivre. Messieurs, je vous dis merci. Docteur Yamb, un mot pour terminer. Juste pour dire, il ne faut pas que les gens croient que le relèvement, disons qu'aujourd'hui, pour que l'Afrique se refonde, ça va être une histoire simple. C'est beaucoup plus complexe et il va falloir passer par la revue de
toute l'histoire de la pensée Effectivement. pour trouver d'où sont venus les problèmes. Et les concepts sont beaucoup plus complexes qu'on l'imagine. Et ce n'est pas forcément une histoire où les gens vont penser que On va il faut s'asseoir changer et on va ci- dire, bon, non, ok, on va changer c'est rapidement. beaucoup plus complexe que ça. Mais il y aura Et même la les guerre. bases, Oui. pas nécessairement, les bases, Complexe. les bases de tout cela, ce sera de dire nous ne parlons pas votre langue. C'est la première chose. La pensée. Dès que vous avez tourné le dos à quelqu'un et que vous parlez votre langue à vous, messieurs, vous avez tourné le dos à toute sa vision du monde, à toute sa production. Et sans oublier sa intellectuelle. communication. Maintenant que vous pouvez filtrer pour ne retenir que ce qui est important, et vous avez une nouvelle capacité de projection. L'Afrique a dominé le monde, mais n'a jamais perpétré de massacre. Ça, c'est vrai. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été de nôtres ce matin. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. Et c'est vrai que j'ai pas eu plus de parole comme j'aurais. Vous savez, ça court et ça court encore. Ben, écoutez, avec, Docteur avec Bénédicte la Skizé. complicité de la direction et de tous les panélistes ici présents, je demanderai qu'on revienne sur un sujet aussi passionnant que celui-ci. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Le directeur général vous a suivi. André Christelle Fanga, merci également d'avoir été de nous ce Dieu a matin. quitté l'Europe et il a pris ses bases en Afrique. Oui. Je dis bien Dieu. Je n'ai pas parlé de religion. Parce que Dieu n'appartient pas à une religion. Dieu est universel. Donc, Africains, saisissez-vous de la foi en Dieu pour arriver où nous devons arriver. Docteur Yann, merci également d'avoir été de nous ce matin. Ben, je vous en prie, merci. Messieurs, très heureux de vous avoir eu ce matin. C'était un débat, faut de le dire, très passionnant.